Réconcilier économie, sociale et politique. Une gageure ? Entre économie, sociale et écologie, les équilibres et les arbitrages sont souvent difficiles. Une émission dans la droite ligne de l'éducation populaire, point de polémique, juste des faits et des points de vue. Bonjour, c'est Xavier pour l'émission sur l'agriculture qui traite de l'économie, du social et de l'écologie. Avec Pierrick, Corentin et David, on va traiter un petit peu d'écologie d'abord. On va se poser des questions sur les lombrics ou les algues vertes. On va également s'interroger sur la souffrance agricole et le suicide. Et puis on essaiera de se projeter autour de l'avenir de l'agriculture de demain. Un chapitre qui est important parce que l'agriculture, c'est énormément de surface et donc l'écologie, c'est important pour le monde, toute la société. Et moi, je voulais prendre 2-3 exemples un peu particuliers, un peu polémiques. Je voulais parler des lombrics. Les lombrics, vous savez, c'est les vers de terre. Et on s'aperçoit qu'en l'espace de 70 ans, on est passé, par exemple, il y avait plein de lombrics dans le temps par hectare. Il y avait 2 tonnes de lombrics par hectare. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 200 kilos. Et pourtant, les lombrics, les vers de terre, ce sont des grands adjoints de l'agriculture. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter on va dire ce massacre ? C'est une première chose. La deuxième chose, c'était sur les haies. On parlait du remembrement, tu vois. Et c'est vrai que quand on a voulu mécaniser, le bocage, c'était très gênant parce que les tracteurs, ils passaient pas, etc. Et donc, depuis 1950, on a arraché 70% des haies. C'est-à-dire 1,4 million de kilomètres. En France, je parle bien entendu. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle politique de replantation et on en est rendu à peu près à 3000 kilomètres de replantation par an. Il y a pas mal. Et puis le troisième point polémique, c'est on est en Bretagne, on peut pas ne pas en parler, c'est sur les algues vertes et puis qui sont liées en particulier à cause des pesticides en particulier. Alors comment vous, jeunes agriculteurs, finalement, vous appréhendez ces 3 choses-là ? Sur les algues vertes, c'est pas du tout lié aux pesticides, c'est lié aux engrais. Aux engrais, pardon. Oui, qui vont aller nourrir au large des algues qui vont venir s'échouer sur les plages. Voilà. Et donc c'est plutôt la spécialisation d'élevage de la Bretagne qui a emmené la problématique des algues vertes. Mais paradoxalement, c'est aussi la spécialisation d'élevage de la Bretagne qui a fait qu'on a gardé quand même un certain bocage. Si on va dans la Beauce, etc., il y a plus de haies, il n'y a plus rien. Tout a été arraché depuis très longtemps, même avant la Révolution verte. Voilà. Donc, effectivement, en Bretagne, il y a eu... Alors maintenant, ça s'améliore parce qu'il y a des programmes directives nitrates, etc., qui mettent en place de plus des normes, en fait, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a encore une problématique. Inès Léraud, qui a fait un livre là-dessus, etc., montre qu'il y a un vrai tabou sur les algues vertes en Bretagne et qu'il va falloir dépasser, à mon avis, en déspécialisant la Bretagne aussi un peu. Mais surtout, il faut jamais oublier que c'est grâce au fait d'avoir gardé de l'élevage en Bretagne qu'on a gardé quand même un minimum de bocage. La diversité. Oui, effectivement. On a eu des haies arrachées, des surfaces qui se sont agrandies, etc. Voilà. Des techniques culturelles, parce que forcément, quand on demande aux agriculteurs d'être de plus en plus productifs, il faut bien que la machine derrière, elle suive. Si on veut que la machine, elle suive, maintenant, on a des groupes des fauches de 9 mètres, des barres de coupe, qui sont très grandes. Il faut que ça passe, quoi. Voilà. Donc, il faut des parcelles de plus en plus grandes. Voilà. Et donc, forcément, il y a des haies qui sont arrachées, etc., etc. Et ça, maintenant, on se rend compte qu'effectivement, ça a un impact. Et d'ailleurs, ça a un impact direct sur les inondations. Plus on arrache de haies et on fait détruire de fossés, plus, en fait, ça accélère les flux et toute l'eau se retrouve en bout de chaîne dans les rivières et donc à Rennes, à Redon, etc. Donc là, on a un exemple direct de la politique agricole qui a été menée
d'accélération des flux hydrauliques pour assainir des terres, avoir de plus en plus de phases labourales, etc. Voilà. Alors ça, c'est séparer les autres. Ouais. Est-ce que tu veux rebondir sur ce que vient de dire Oui, en Bretagne, quand même, on a la chance, comme il disait, d'avoir quand même encore de l'élevage avec quand même de la prairie et tout ça, et ce qui a permis quand même de garder un peu la main verte en Bretagne, parce que quand on prend le train de Rennes pour aller à Paris, souvent je regarde à travers les carreaux, les haies, on peut les compter, je pense, sur nos deux mains. Donc c'est bien qu'il y a ça en Bretagne qui se remet en place quand même, replanter des haies. Mais est-ce qu'il y a que la part de la Bretagne aussi? Et je pense que tout le monde doit y mettre un peu du sien, et dans les grandes plaines céréalières et tout ça, je pense que il est aussi temps aussi pour eux de replanter, parce que c'est pas normal que nous sommes obligés, il faut le faire, c'est bien important de replanter des haies chez nous. Mais je pense que là-bas c'est quand même plus important qu'en Bretagne. Enfin, la Bretagne reste quand même une région qui est plus verte et écologiquement parlant, je pense, un peu meilleure, malgré qu'il y a quand même plus d'animaux au mètre carré. Mais est-ce qu'il y a une vraie réflexion aujourd'hui auprès des jeunes agriculteurs sur l'évolution qu'il y a eu entre les années 70-80 où il y avait deux clubs moi qui m'ont frappé, c'était le club des 100 quintaux et le club des 10 000 litres de lait par vache. L'objectif, c'était de la surproduction, c'était de la production à outrance, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette réflexion-là où véritablement, là, on sent qu'il y a une balance à faire pour trouver un nouvel équilibre? Encore une fois, comme tout à l'heure, je pense le fait qu'il y ait à toute époque des gens qui veulent toujours plus produire et d'autres qui soient plus critiques de ça, ça a toujours existé, quoi. Je pense... un peu ce qui est nouveau aujourd'hui, avec notamment cette question de l'effondrement de la biodiversité, et pas juste la biodiversité comme on l'entend, les grands animaux et tout, mais aussi la micro-biodiversité des sols, etc. C'est quand même une baisse tendancielle des rendements qui doit être compensée toujours plus par du coup les apports notamment minéraux, quoi, donc à savoir les engrais de synthèse. Et on a vu à quel point l'agriculture française devenait ultra dépendante de ça. Au moment notamment de la guerre en Ukraine, etc., où il y a énormément de fermes qui se retrouvent avec des trous de trésorerie très inquiétants et qui disent dans les médias, nous, prochain choc comme ça, on met la clé sous la porte, quoi. Et ça, c'est tout type de ferme, quoi, toute taille. Et donc ça, c'est hyper inquiétant. Et c'est un des trucs qui fait que le discours écolo, notamment, en fait, des fois ça m'énerve qu'on parle de discours écolo. J'ai envie de dire, c'est des discours qui sont très matériels. En fait, c'est à un moment, faut qu'on nourrisse les gens et on va plus pouvoir nourrir assez les gens, quoi. C'est vraiment cette question-là. De même que quand on parle de CO2, etc., on disait qu'il fallait pas dépasser les plus 1,5 degrés en 2100. On est en 2025, ça y est, on y est. Donc ça veut dire que là, ce qu'on va atteindre, ce sera des plus 4, plus 6. Pareil, c'est très matériel, ça veut juste dire que les saisons vont être de plus en plus... il n'y aura plus de saison, comme on dit, quoi. Que là, un hiver comme on connaît là, qui est extrêmement humide, qui s'enchaîne avec des périodes extrêmement sèches, etc., c'est aussi un danger pour l'agriculture, pour les agriculteurs, et en bout de chaîne pour les gens qui mangent au bout et qu'il faut nourrir. Et du coup, il y a une question là, l'écologie, on n'arrive pas à la traiter comme un sujet vraiment matériel, quoi, comme un truc qu'il faut prendre en compte. Et au final, tout à l'heure, quand on parlait de libre-échange, etc., c'est pareil, c'est pas juste des grandes politiques, c'est comment on fait pour essayer de relocaliser des choses sur lesquelles on peut avoir un peu la main en termes de production, ou s'il y a un choc économique ou un choc climatique demain, on puisse avoir assez de monde sur le territoire avec des vraies connaisses. Ça, c'est aussi un des gros problèmes, c'est à quel point les savoirs paysans se perdent aujourd'hui, faute de paysans à qui transmettre aussi ces savoirs. Comment, d'urgence, on arrive à préserver ça, donc... ça va passer par la formation, l'aide à l'installation, etc., quoi. Finalement, dans ce qu'on entend avec le fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, qu'ils ont de plus en plus de charges de travail finalement, parce que les exploitations sont de plus en plus grandes, et c'est de plus en plus prégnant pour arriver à faire un peu de sous, entre guillemets, ou à vivre ou survivre. On va parler un peu du suicide des agriculteurs, qui est quand même un vrai sujet, puisque c'est quelque chose de très particulier à l'agriculture. C'est pour faire simple, il y a
2 fois plus d'agriculteurs qui se suicident que la moyenne nationale. Voilà. Ce qui est quand même énorme. Voilà. C'est tout à fait énorme. Est-ce que dans vos syndicats, CDJA et Confédération Paysanne, c'est quelque chose que vous prenez en compte et que vous avez, on va pas dire que vous arrivez à traiter, mais sur lequel vous avez une préoccupation particulière? Je pense qu'on est tous préoccupés par cette question-là. Voilà. Paradoxalement, effectivement, on a un très fort taux de suicide dans notre profession, mais on est un métier passion. C'est-à-dire que si on n'était pas passionné par notre métier, on serait même pas à 100 000 agriculteurs en France déjà. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi, c'est que c'est des gens qui s'investissent énormément dans leur travail, qui aiment énormément leurs animaux, leurs terres, qui adorent se lever le matin, travailler. C'est vraiment un métier, on est amoureux de notre métier. Et en fait, quand ça va pas, qu'on n'est pas entouré, qu'on n'est pas écouté, qu'on est seul, etc., eh bien en fait, la seule solution qu'on voit, parce que c'est comme une très grande rupture, quoi, eh bien en fait, c'est le suicide. Et c'est ça le problème, c'est que c'est parce qu'on aime autant notre métier qu'en fait, les gens, ils sont prêts à se suicider pour ce métier-là. Et il y a une part de déconstruction qu'on doit avoir à ce sujet. Est-ce que vraiment l'agriculture mérite notre sacrifice au travail, etc. Donc je pense que là, c'est générationnel, ça évolue, il faut qu'on travaille là-dessus, sur le sacrifice au travail, la valeur travail, sur ce que... Voilà, il faut qu'on travaille. Mais il faut aussi que collectivement, quand je dis collectivement, c'est pas que les agriculteurs, c'est tout le monde, on se dise, si on veut qu'il y ait moins de suicides, il faut qu'il y ait de la vie dans les campagnes. Il faut qu'on recrée de la dynamique dans les campagnes, que les postes réouvrent, qu'il y ait une supérette qui réouvre, que les écoles arrêtent de fermer, en fait, il faut qu'il y ait une vie dans les campagnes. Il faut jamais oublier que, aujourd'hui, un paysan qui travaille, il fait vivre 10 personnes derrière, dans le para-agricole. On a dit Crédit Agricole, MSA, les vendeurs de tracteurs, les vendeurs de semences, tout ça. C'est 10 personnes qui vivent grâce à ça. Voilà. Eh bien, en fait, comment on fait pour relocaliser l'économie pour que ces 10 personnes, elles habitent sur le territoire et que comme avant, en fait, il y ait des dynamiques agricoles qui fassent vivre toute une campagne dynamique. Et donc là, les paysans, ils seront soutenus, ils seront plus seuls et on va réduire le taux de suicide. Parce que au final, la question économique, elle rentre en compte, bien évidemment, dans le taux de suicide. Mais c'est pas le seul axe à prendre en compte. C'est vraiment la solitude et cette passion qui d'un seul coup nous est arrachée et on ne voit que comme porte de sortie de se foutre en l'air, quoi. On peut pas s'arrêter sur ce point-là. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table pour savoir quelle serait votre agriculture rêvée dans 15-20 ans. Comment vous voyez l'agriculture, son évolution pour que tout se passe bien dans 15-20 ans? Qui a envie de scoltiner cette question bizarre? Tu veux essayer, Corentin? Oui, après je reviens aussi quand même par rapport au suicide. Nous, avec les GIA quand même, justement par rapport aux installations, parce que c'est quand même le but des GIA, c'est d'installer quand même des jeunes dans l'agriculture. Et ce qui est regardé quand même de plus en plus, c'est quand même les maximums qu'ils sont capables de prendre pour eux, quoi. Un jeune, il peut pas, il y a des dossiers qui peuvent arriver sur la table avec des sommes astronomiques. C'est refusé parce qu'à un moment donné, c'est sûr que le cerveau, je pense qu'il y a tout, comme tu disais, il y a tout l'environnement agricole, mais il y a quand même la pression économique quand même et financière du coup qui peut amener des gens à se suicider. Et puis, je pense que chaque cas est différent, donc c'est compliqué à juger, mais et du coup, je pense que nous, chez GIA, justement, on regarde vraiment à ce que chaque personne qui s'installe, peu importe si c'est en GAEC ou tout seul, faut quand même que ça reste à taille humaine, que les gens arrivent à se dégager quand même un salaire et qu'ils arrivent à prendre du temps libre. Je pense que c'est important aussi de couper, malgré que c'est un métier passion, mais de savoir couper avec le travail, parce que celui-là qui reste la tête dans le guidon, je suis pas sûr que c'est la meilleure solution non plus. Oui. Et par rapport à l'agriculture, oui, d'ici 15-20 ans, l'agriculture elle va changer. De toute façon, on le voit bien. Faut pas, par rapport au climat, on en parlait tout à l'heure. On voit que le climat change. Plus ça va, plus c'est des catastrophes naturelles quand même. En Bretagne ou même dans le sud de la France, qu'ils ont de plus en plus de grosses sécheresses
Donc il y a un peu l'effet où tout remonte, hein, toutes les cultures qui étaient dans le sud remontent dans le nord. Donc jusqu'à où on va aller par rapport à ça, je sais pas, je suis pas devin, je suis pas météorologue. Mais on voit quand même ce qui se passe. Mais et dans 15-20 ans, je pense qu'il y a une agriculture, ça va se stabiliser et j'espère que par rapport à l'international, les marchés internationaux, on va arrêter de tout le temps être sur les marchés internationaux pour vivre de nos produits quand même. Je pense que c'est pas normal que le prix soit référencé une partie sur le marché international. Mais on aura besoin de toutes sortes d'agriculture et tous les agriculteurs d'aujourd'hui, faudra encore qu'ils soient là demain, quoi. Tu veux continuer ton agriculture dans 20 ans? Mon agriculture idéale, je crois que en fait le constat il sera pas idéal quoi déjà. Donc j'ai un peu de mal à la prendre par là. Je vais essayer de revenir sur les solutions idéales on va dire, mais tu l'approches comme tu veux. On est quand même sur une période de crise très grave, sûrement inédite même dans l'histoire de l'humanité quasiment. On voit quand même, c'est important de le mentionner à mon avis, la montée du fascisme aussi aujourd'hui, qui est quand même beaucoup liée à l'isolement de tout le monde, enfin chez soi, que ce soit en campagne matériellement ou aussi en ville où les gens sont de plus en plus amenés par leur rythme à moins se parler. Et ça, c'est clairement un vecteur aussi des idées d'extrême droite, etc. Et donc cette question du lien social, il est hyper important. Et pour moi, il est vraiment lié aux questions d'agriculture. Enfin, je trouve que à chaque fois qu'on a une période de crise, je reviens à cette histoire de matérialité, on revient en fait qu'est-ce qui compte vraiment au niveau matériel. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose où paradoxalement, les agriculteurs sont de moins en moins présents, mais on va de plus en plus chercher leur avis, chercher des solutions auprès d'eux, etc. Et on voit qu'on a une voix qui commence à être écoutée dans la société. Et moi, c'est un peu ça que j'aimerais voir se développer, c'est à quel point on arrive à remettre un peu l'agriculture, la paysannerie et la question de l'alimentation au centre des choses et de un peu plus organiser la société autour de ça. Et effectivement, c'est une super porte d'entrée pour repenser la gestion des territoires, comment avoir des territoires qui sont pas trop inégalitaires en termes de surpopulation et de dépeuplement total, et refaire des zones où les gens peuvent se parler, peuvent consommer des produits de bonne qualité parce qu'il y a une économie qui est à peu près raisonnable autour de ça. Et tout ça, ça se construit et c'est possible et on sait le faire, quoi. C'est juste que maintenant, faut qu'il y ait un peu les volontés qui vont avec. Et c'est là où pour moi, c'est un métier qui est de plus en plus politique aussi. C'est un truc qu'on bosse aussi à la Confédération paysanne, la question de l'intersyndicale. À quel point, en fait, les travailleurs de l'alimentation, on les retrouve dans les champs, mais on les retrouve aussi dans les usines. Et qu'en fait, le jour où il y aura un lien qui sera fait entre ces deux corps de métier-là, il y a quelque chose aussi qui pourra peut-être arriver sur réfléchir comment notre société en fait traite cette question de la nourriture et du vivre ensemble qui va avec en fait. Pierrick, ta vision à toi. Ouais. Moi je pense que la société va malheureusement se polariser de plus en plus entre les villes et les campagnes et qu'il y a un moment donné où il y a une déconnexion telle qui va être faite entre l'urbain et le rural que il va y avoir un truc qui va se passer. Moi, je pense très fortement à l'eau. Il y a un moment donné où, malheureusement, on va devoir couper l'eau en ville, genre de 14 à 16 heures, parce qu'il n'y a plus assez d'eau sur les bassins versants. Et je pense qu'à ce moment-là, la ville va se retourner vers les campagnes pour dire, en fait, comment vous consommez, vous, l'eau, en fait. Et je pense que ça va naître de ça, d'une tension et d'un fossé qui se creuse de plus en plus. Et c'est à nous d'arriver d'essayer dès maintenant de reconnecter les populations à l'agricole le plus vite possible pour que les personnes en ville ne soient pas totalement déconnectées de la réalité paysanne et rurale qu'on vit nous, quoi. Voilà. Parce que sinon, ça peut créer des gros conflits. L'agriculture idéale dans 25 ans, c'est justement ce qu'on dit, c'est-à-dire il va falloir peut-être arriver vers des aides PAC, voilà, si on veut sur des trucs très pragmatiques, hein. Des aides PAC politique agricole commune. Les aides de l'Europe en fait. Là en ce moment les aides elles sont à l'hectare, nous on aimerait bien qu'elles viennent à l'humain, c'est-à-dire qu'en fait que pour une personne il y ait un forfait et que du coup ça va forcer les exploitations à avoir le plus de monde possible sur les fermes et à vivre plus nombreux sur peu d'hectares, etc. Enfin voilà, pour recréer du dynamisme, justement, peut-être revoir des coopératives à taille humaine qui naissent, etc. tout doucement, pour acheter en commun des CUMA.
Et ce réseau-là, il existe, il demande qu'à être encore exploité, hein, ce réseau des CUMA, des coopératives. Et donc, en fait, tout ça, à mon avis, ça peut encore se développer énormément et recréer des grosses dynamiques dans les campagnes. Et plus on sera nombreux dans les campagnes, plus il y aura des gens qui vont avoir un frère, un ami, un grand-parent qui va vivre en campagne, et donc du lien qui va se recréer. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ça, c'est le fossé qui se creuse entre les villes et les campagnes, qui, pour l'instant, voilà, moi, mes parents étaient paysans, mais il y en a très peu qui ont des parents qui sont paysans. À l'époque de mes parents, c'était très courant d'avoir des grands-parents qui avaient une ferme. Très, très courant. Donc tout le monde allait passer ses vacances sur une exploitation, était connecté un peu au monde rural. Voilà. Ça disparaît de plus en plus. Et ça va continuer à disparaître de plus en plus. Voilà. Et moi, je pense que c'est ça qui est inquiétant. Oui, c'est vrai que dans les années 50, tout le monde savait ce que c'était que l'agriculture, tout le monde savait ce que c'était qu'une vache, une poule, etc. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai, et de moins en moins vrai. Et c'est vrai que ça fait une grande déconnexion aussi avec ce qu'on mange, pourquoi on la mange, comment elle est produite, etc. On sait plus trop d'où ça vient, pourquoi ça vient, comment ça se fait. Et en effet, il est sans aucun doute important que l'on revienne à ces essentiels, finalement, qui sont du domaine de la connaissance des uns et des autres, parce que c'est ce que tu disais aussi, il faut connaître les ouvriers qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire ou qui travaillent dans la vente alimentaire aussi, parce que c'est pas si simple également, c'est pas simple non plus de comprendre ce qui se passe dans les rayons, etc. Et donc, il y a un vrai travail, en effet, à faire d'éducation populaire. Et on s'arrêtera là-dessus. C'était Corentin, Pierrick et David sur l'agriculture, économie, sociale et écologie. Je vous remercie. Je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission.